Salut l'équipe, nouvelle vidéo, nouvelle franchise sur la chaîne YouTube. Et avec moi, quasiment la même équipe. Avec à ma gauche, c'était pas sa guerre. Il a quand même tenu à venir faire l'émission. C'est John Rambo alias Stephen Brun. Salut Arwan, salut Tom. Écoute, en pleine forme pour parler des Faucons d'Atlanta. Ah, ça c'est sûr que t'es en pleine forme. Hein. Oui, je suis en pleine forme. Ça pousse vite les cheveux, il y en a qui ont plus de chance que d'autres apparemment. Pétrolane. Ouais. Lui il est toujours soin, comme on dit. Comment ça va Thomas? Ça va super, je suis ravi de parler de cette franchise qui me tient à cœur et surtout il y a plein de choses à dire. Ah ouais, parce que quand on s'est penché sur l'histoire des Hawks, alors on savait que ça n'avait pas commencé à Atlanta. Non, par ça, contre, on se doutait pas que ça avait commencé à Lampèbre, à Athènes, avant Jésus-Christ. Franchise assez incroyable que c'est Atlanta Hawks dont on va parler. Et comme d'habitude, messieurs, je vous donne la parole, petit tour de table. Si je vous dis Atlanta Hawks, ou peut-être même avant Saint-Louis Hawks, à quoi vous pensez, ou Milwaukee Hawks, à quoi pensez-vous? Je vais penser à Bapelit, dont on en parlera un peu plus tard. Non, moi, le premier souvenir que j'ai pas le premier souvenir, mais en tout cas, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est à Josh Smith. Alors c'est peu commun, puisque c'est pas le meilleur joueur de l'histoire de la franchise. C'est ta génération plein. Mais c'est clairement ma génération, et il y a plein de choses qui me reviennent à l'esprit. Et surtout, tu sais, Josh Smith, on pense à lui comme un mec qui envoie des briques à Détroit, aux Pelicans et tout ça. Mais à l'époque des Hawks, c'est un joueur hyper solide de la conférence Est, et puis un style hyper spectaculaire, des gros tomards, une papatte gauche. Bon joueur de l'époque, donc voilà, c'est le premier mec auquel j'ai pensé quand tu m'as dit Atlanta Hawks. Jamais All-Star Josh Smith, et ça faisait jaser à l'époque. C'est vrai, on se souvient. ça faisait jaser. Parce que certains pensaient d'ailleurs, il aurait pu mériter il avait les stats, une petite sélection. Et ça va être compliqué. J'espère qu'il ne va pas rester comme ça pendant 2 heures. Hein. Tiens, Toto Wolff, le confinement de Toto Wolff, ça ne lui a pas aidé. Toi, Steph, si je te dis les Hawks. Bah écoute, moi je suis un peu plus vieux que Tom, donc moi il y a un joueur que j'ai pu voir dans ma génération qui est de Dominique Wilkins. Moi c'est Dominique Wilkins qui est pour moi le visage de cette franchise. Les windmills, les moulins à vent de Dominique Wilkins, et puis cette culture de basket européen aussi où il gagne l'Euroleague avec le Panathinaikos Athènes. Donc c'est vraiment cette période-là des Hawks. Je vais pas vous mentir, c'est pas la meilleure franchise pour moi, c'est pas celle qui m'inspire le plus. Donc Dominique Wilkins, parce que c'est peut-être le meilleur joueur que j'ai vu sous le maillot d'Atlanta de mes propres yeux. N'hésite pas à l'enlever maintenant, ta casquette. Hein, Ouais. Oui, merci. Bon, C'était donc une perruque. Hein. Ma casquette, tu m'as dit. La casquette, Oh, tu l'as dit. Moi, sur les Hawks, il y a deux choses. Il y a les concours de dunk des années 80 où Dominique Wilkins, on l'a dit, dans ses duels avec Jordan, sont assez mythiques. Et on sait que pour une franchise, aussi, quand un joueur gagne les concours de dunk, ben, ça amène de la popularité. Vince Carter en 2000 l'a fait, Jordan avec Chicago l'a fait. Et puis il y a Spud Webb, on se souvient de ce mec minuscule qui gagne un concours de dunk. Donc ça, c'est la première chose chez les Hawks qui me vient à l'esprit. Et puis, tu l'as dit tout à l'heure, peut-être le plus grand joueur, on verra à la fin de l'émission, c'est Bob Pettit. Et que nous, en français, on prononce Bob Petit ou Petite, si on prononce le T. Et en fait, les Ricains, quand on était aux États-Unis, la manière dont ils nous prononcent, ça nous fait rire depuis, c'est Bob Pettit. Donc voilà à quoi ça me fait aussi penser les Hawks. Messieurs, les Hawks, c'est aussi une histoire avec la France, parce qu'on sait qu'il y a pas mal de Français qui ont été draftés, qui ont joué pour cette équipe. Vous pouvez m'en citer quelques-uns? Des Français, Papsi, Boris Dio, Joan Petro. Joan Petro, ouais. Alpha Kaba qui n'a pas joué mais qui est drafté par Atlanta. Ouais. D'accord. Dick Beu, du coup. Et Alain Duquebeux, donc qui n'a pas joué, mais drafté aussi. Qui n'a pas joué, mais qui a été drafté au second tour à l'époque. Voilà, donc pas mal de Français. On en a pris un. Et tu dis pas de Wilkins non plus, parce que Wilkins. Et Dominique Wilkins, qui est né à Paris. Né à Paris. C'est vrai qu'il y a une vraie filiation quand même avec les Français. Et c'est bien de me rappeler, parce que c'est vrai qu'on se fait souvent avoir. En plus, à cette époque-là, sur le poste 3, il nous a rendu des services à l'équipe de France, Dominique. Ouais, il y avait Bonato quand même. Il y avait Bonato. Ouais, c'est vrai, Bonato. À qui on aime beaucoup, mais je pense Très fort joueur, voilà. Je pense qu'il aurait accepté lui-même d'être derrière dans la rotation de l'animal Dominique Wilkins. Il n'empêche qu'on a eu la chance d'avoir Boris Dio qui nous parlait de sa sensation quand il a été drafté en 2003, la grande draft de 2003, drafté par les Atlanta Hawks, ce que pensait Boris à l'époque d'Atlanta. Boris, je voulais parler avec toi un petit peu de la ville et de la franchise qui t'a vu arriver en NBA. Ce sont les Atlanta Hawks. Quand tu es drafté en 2003, dans cette grande draft de 2003, et que tu vois ton nom associé aux Hawks d'Atlanta, quelle image tu as déjà, toi, de cette franchise? L'image qui me restait de cette franchise, c'était de l'époque de Dominique Wilkins. Donc, c'est vraiment de cette équipe, Dikembe Mutombo, qui jouait là-bas. Donc, c'est l'image que j'en avais. Donc, il fallait qu'il me fasse une nouvelle image en arrivant. J'ai quand même été tout de suite très bien accueilli. D'ailleurs, Dominique Wilkins faisait partie des dirigeants du club. Et donc, c'est quelqu'un qui tout de suite est venu vers moi. Donc, j'étais content. J'étais quand même comme un gamin d'arriver en NBA.
c'était une équipe avec laquelle aussi j'avais envie de pouvoir commencer à réaliser mon rêve d'être un NBA, tout simplement. Est-ce que le poids de l'histoire, on le sent quand on arrive dans une franchise comme ça, qui est assez vieille, qui a commencé son histoire dans une autre ville? Est-ce que l'histoire des Hawks, on la sent? Ouais, on la sent et puis la cultive aussi un peu. On a fait quelques matchs avec le maillot de Saint-Louis Hawks ou avec des matchs rétro de l'époque. Donc, ils essaient aussi de cultiver cette histoire. Comme je disais, avec Dominique Wilkins aussi, ils essaient de mettre en avant les anciens qui étaient au club à l'époque. Et donc, on sent cette histoire-là, ouais, bien sûr. C'est une ville basket. C'est qu'il y a le football américain. Ouais, moins maintenant. Je pense que ça dépend et que ça va aussi beaucoup avec les résultats. Et donc, c'est vrai qu'on y était, les résultats n'étaient pas bons et l'équipe de foot jouait très bien. Et donc, du coup, c'était une équipe foot américain plus que basket. C'est clair. Et on n'avait pas beaucoup de fans. Je crois qu'on était une des équipes avec le moins de fans en moyenne à cette époque-là. On rappelle que donc Boris a été drafté par les Hawks. Steph, ça avait été compliqué pour lui, ses débuts NBA. On lui avait pas vraiment fait confiance, alors qu'il avait été drafté assez haut quand même. Ça avait été un petit peu compliqué. Au final, on s'aperçoit qu'il a quand même eu des minutes. Je crois, on regardait un peu son temps de jeu. Il a joué 18 ou 20 minutes de moyenne, mais pas dans un rôle, et surtout pas dans le rôle de Boris Dio, ce qu'il pouvait apporter. Ils ont fait abstraction de toutes ses qualités. Il joue meneur de jeu. Il joue meneur de jeu. Mais derrière Jet Terry, c'est pas pareil que de jouer avec Steve Nash, quoi. Ouais, voilà. Ils auraient pu jouer ensemble, du coup, Jet Terry et Babak, pour le coup, vu leur style de jeu. Mais c'est un autre débat. Mais pour le coup, Jet Terry, on se souvient, juste pour la petite parenthèse, Jet Terry jouait meneur et après il est transféré à Dallas parce que ça marche jamais et il le décale deuxième arrière et il devient le joueur qu'on champion connaît. NBA. Ouais, et champion NBA avec un rôle assez incroyable. Alors, c'est pas Oleta, ça, par contre. C'est pas Oleta. Qui est passé par les Hawks aussi, mais qui n'ont pas gardé après le training camp parce qu'il ne développait pas assez en développé couché. Notre ami Miguel. Pedro Miguel. Revenons un petit peu à cette franchise des Hawks, parce que l'histoire des Hawks, elle est très compliquée. Donc, on va essayer de revenir du début jusqu'à maintenant Atlanta. Pour ça, on a fait un petit tableau pour bien vous expliquer chronologiquement cette franchise un petit peu volage, parce que qui a eu du mal un petit peu à s'installer. Alors, elle commence, cette franchise des Hawks, qui s'appelle au tout début les Buffalo Bisons. Donc, en 1946, c'est la création. Ils ne vont rester que 36 jours. Écoute-moi bien, ils vont rester que 38 jours à Buffalo. Le 25 décembre 1946, Léo Ferry, le GM de l'époque, annonce que la franchise déménage à Moulins, rien à voir avec Moulins, là où habite Thibaut Vizien, mais plutôt Moulins dans l'Illinois, qui fait partie d'une région, donc Moulins, Rock Island et Davenport. Et cette association-là s'appelle le Tri-Cities. Et donc, ils vont s'appeler les Tri-Cities Black Hawks. Non, mais voilà, c'est pas des conneries. Donc, voilà d'où ça vient. En 1949, les Black Hawks font partie de la nouvelle ligue entre la NBL et la BAA, qui s'appelle la NBA. Donc, ils font partie des 17 premières équipes de NBA. C'est pour ça que l'histoire des Hawks, elle est très, très, très longue et très importante. Et donc, les Tri-Cities commencent à NBA jusqu'en 1951. C'est trop petit malgré l'association des trois villes, donc on se barre direction Milwaukee. On oublie le nom des Black Hawks pour s'appeler les Hawks. Donc là, on est à Milwaukee, on est en 1951, et les Atlanta Hawks, à l'époque, s'appellent les Milwaukee Hawks. On reste, vous le voyez sur le tableau derrière moi, 4 ans, 1951 à 1955, bravo la régie, avant de déménager à Saint-Louis. À cette époque-là, Milwaukee a quand même le temps de drafter un certain Bob Pettit, on va le dire en toute l'émission. 13 ans du côté de Saint-Louis avec un titre NBA, on va y revenir tout à l'heure. Et pour un déménagement final en 68 à Atlanta, pour une histoire de salle. À Saint-Louis, il y avait toute une galère un petit peu de salle. Le propriétaire de l'époque voulait une plus grande salle, direction Atlanta en 1968, où ils y sont encore. Voilà, sacré. Début d'histoire compliqué. Ouais, ils sont sortis au forceps. On avait fait Philadelphie qui avait commencé à Syracuse. Là, on est quand même il y a quasiment 5 déménagements importants pour la franchise. Écoute, tu l'as très bien fait. C'était très clair. C'est pas simple. Et ce petit tableau était très clair aussi. Merci à Tom. Merci Tom. Qu'est-ce qui se passe, Steph? Bravo. Exercice compliqué. Ah oui, c'était pas simple. En fait, c'est une franchise qui pourrait être sponsorisée par les déménageurs bretons. Tant il y a eu des déménagements. Bref, on a fait un petit peu l'historique au sens large. Maintenant, on va rentrer dans le focus avec les 3 dates de Stephen. Le focus.
Alors, une franchise, 3 dates, mais avant d'y aller, Steph, j'ai un petit peu oublié, avec toutes ces dates et ces déménagements, la carte d'identité, évidemment, de la franchise. Allez-y, messieurs, en régie, balancez-nous ça. Donc, vous voyez la création en 46, je vous l'ai dit, la localisation aujourd'hui, c'est la Géorgie. La salle, c'est le State Farm Arena. Mais Tom, tu me faisais remarquer qu'il y avait un énorme stade aussi à Atlanta, le Mercedes Stadium de NFL. On voit tous les logos, on va évidemment pas revenir dessus, sinon l'émission va durer 2h20. Un titre de champion en 58, on va évidemment y revenir. 4 champions de conférence. Et les maillots retirés, Bob Pellitt, Doe Wilkins. Ah oui, j'allais dire, comment s'appelle le numéro 9, Erwan? Lou Hodgson, Pete Maravich, Dikembe Mutombo. Et c'est pas Karim Reed, hein, c'est l'ancien maire d'Atlanta. C'est l'ancien maire d'Atlanta. C'est l'ancien maire d'Atlanta. Et Steph, j'ai du mal à lire, le numéro 9, c'était Bob Pellitt. Tout à fait. C'est lui. On peut passer donc aux 3 dates. Donc, Steph, une franchise, 3 dates. 3 dates, 1958, premier et seul titre de l'histoire de la franchise. Atlanta qui bat Boston 4-2. Boston qui avait battu l'année précédente en finale les Hawks d'Atlanta. Bob Petit, MVP des finales. Il va mettre 50 pions lors du match 6, notre ami Bob Pellitt. Deuxième date, 22 mai 1988. Un Game 7 d'anthologie en demi-finale de conférence. Les Hawks se déplacent à Boston pour le Game 7. Un duel de légende entre 2 stars, Larry Bird versus Dominique Wilkins. Les 2 joueurs prendront leurs équipes sur leurs épaules dans le 4e quart-temps pour se livrer un duel homérique. Bird et les Celtics finiront par s'imposer 118-116 et filer en finale de conf. Dominique Wilkins, malgré 47 points, vient de laisser passer, sans qu'il le sache, sa seule occasion d'aller en finale de conférence. Dernière date, 2015. Après un mois de janvier historique, conclu par 17 victoires pour 0 défaite, l'équipe coachée par Mike Budenholzer se voit récompensée avec 4 joueurs sélectionnés pour le match des étoiles: Jeff Teague, Paul Millsap, Kyle Korver et Al Horford. Et j'ai une petite 4e date en bonus, ça vous intéresse? Oui, plaisir. Le 10 juin 1985, les Hawks d'Atlanta draftent Arvydas Sabonis au 77e choix, au 4e tour. Sauf que la NBA invalide ce choix de draft parce que Arvydas Sabonis est trop jeune et n'a pas le droit d'aller en NBA. Et Sabonis sera drafté l'année d'après par Portland. Exactement. Incroyable. Bravo, Steph. Incroyable. Bravo. Superbe. Très cool cette petite date en plus sur l'histoire d'Arvydas Sabonis. Je la connaissais pas du tout. Non, vraiment, je l'avais pas. C'est cadeau. Je l'avais pas. Allez, comme d'habitude, on remonte le temps et on revient à la première date, 1958. Thomas, c'est le premier titre, le seul titre des Lakers, emmené par un Bob. Des Hawks. Des Hawks, c'est des Lakers évidemment. Je sais pas pourquoi je dis ça. Emmené par un Bob Petit, c'est l'occasion de parler de cette ère incroyable pour les Hawks, la première vraiment grande ère de cette franchise, emmenée par un joueur dont on connaît finalement pas grand-chose. C'est vrai. Alors on est à Saint-Louis, hein, évidemment, c'est pas encore les Atlanta Hawks, tu l'as très bien dit tout à l'heure. Bob Pellitt, c'est donc un poste 4 qui sort de la fac de LSU, de la fac de Shaquille O'Neal notamment, et de en Ben Louisiane. Simmons. Parce que notre ami est né à Baton Rouge, donc en Louisiane, donc c'est un gars du coin. Il est drafté en 1954, il a la bonne idée de taffer directement, puisqu'il fait sa première saison, il a plus de 20 points, il est rookie de l'année. Et sachez-le, en 1956, il gagne son premier titre de MVP, il en gagnera 2. Et en 1956, c'est le premier titre de MVP qui est décerné. Et donc Bob Pellitt est donc le premier MVP de l'histoire de la NBA. Ça vous classe en homme. Regardez-moi ses stats. Alors un pourcentage bas, un pourcentage d'arrière, 43% au tir. Homme velu, Bob Pellitt. Homme velu. Mais tu peux le mettre en plein pot, s'il te plaît, pour qu'on puisse admirer ses magnifiques épaules et ce magnifique duvet qui va jusqu'à sa glotte. Turtleneck. Le visage d'Ivan Lendl. Avec des poils partout. Bob Pellitt, donc 11 saisons, 11 fois All-Star, 2 fois MVP en 56 et en 59, une fois champion, et son fait d'armes incroyable, c'est que lors de la finale de 1958, eh bien, il marquera, donc tu l'as dit tout à l'heure, 50 points. 50 points dans une finale NBA, ben, c'est tout bonnement historique, hors du commun, ça arrive pratiquement jamais. Pourtant, on voit aujourd'hui des athlètes et des scoreurs comme KD, LeBron et ce type de joueurs-là, c'est très très rare. On se souvient de LeBron qui a mis 51 points il y a 2 ans, c'est le match où, aux Warriors, quand J.R. Smith fait sa dinguerie à la toute fin. Donc c'est une performance très très rare et ça montre combien Bob Pellitt était incroyable. Paraît-il qu'il avait 3 go-to-move. Bon rebondeur. Très gros rebondeur. Aussi, ouais. Et 3 go-to-move, du toucher, aucun dunk. Beaucoup de petits leaners après en sortie de pick and roll. C'était un joueur hyper dominant. C'était peut-être l'une des premières stars en fait de l'histoire de la NBA, puisqu'on parle là des années 50. Ouais, et ce qui est marrant, c'est que pendant cette période-là, ils font 8 finales de conférence. 4 finales NBA et chaque fois donc ils en perdent 3 pour seulement une victoire face aux Celtics. Ouais. Et c'est qu'ils sont battus donc à cette époque-là par les Celtics de Bill Russell
et Bob Cousy. Et pourquoi, Steph, je parle de Bill Russell et de Bob Cousy? Parce que ces deux garçons-là auraient pu jouer avec Bob Pellitt aux Hawks. Sacré trio, hein. Les Hawks ont drafté Bob Cousy. Ils n'ont pas réussi à trouver un accord. Ils le transfèrent dans une équipe de Chicago qui s'écroule complètement. Et donc Bob Cousy se retrouve à Boston. Et Bill Russell, pareil. Ils échangent au deuxième choix de draft. Bill Russell qui est échangé contre deux garçons qui sont quand même Hall of Famer. C'est Cliff Hagan et Ed McCauley, c'est ça, qui sont deux Hall of Famer. Mais bon, c'est quand même pas Bill Russell. Il y a une affaire d'argent aussi. Donc il aurait pu avoir quand même un trio plutôt solide du côté des Hawks. Et ils auraient pu être coachés par Red Auerbach. Red Auerbach, lors de la première saison des Hawks, eh bien, a fait est le deuxième coach en fait de l'histoire des Hawks, et il restera finalement qu'une saison à Saint-Louis avant d'aller à Boston. Donc on aurait pu imaginer une équipe coachée par Red Auerbach avec Bob Cousy, avec Bill Russell, avec Bob Pellitt, mais pas à Boston. Et Pellitt qui prend sa carrière à seulement 32 ans. On imagine avec ce qu'on vient de dire, avec Red Auerbach qui prend sa retraite à 32 ans. Ouais. Donc avec Red Auerbach qui s'est installé, avec Cousy et Russell en plus, on imagine que cette période plutôt faste déjà pour les Hawks aurait pu être encore... peut-être la première vraie dynastie en fait. Peut-être la vraie dynastie, bon ça se passerait ailleurs. Au bout de compte, il fait une Pellitt carrière. Il est content. On enchaîne. Attends, on enchaîne. Quelques noms à citer quand même sur le titre de champion. Cliff Hagan, qui lui aussi sera le fait, mais surtout ces images qu'on allait dénicher sur YouTube. Regardez des images du basket des années 50. Pas à 3 points, absolument. Stephen, des petits shorts, des Converse aux pieds. Et un style de Chuck Taylor, ça joue en Chuck Taylor. Exactement. Et un jeu, regardez. Skyhook Baby Skyhook Baby de Bob Cousy, de Bob Pellitt. On voit Bill Russell qui est dans la raquette. Petite planche, très petite planche. Tout à fait. Regardez, jump shot de très haute qualité. On disait qu'à mi-distance, il était totalement inarrêtable, donc ne le laissez jamais à mi-distance tout seul. Mais donc voilà, c'est des images qu'on voit trop. Oh, what a shot! C'est quand même des images tout à fait incroyables des années 50. Ça me régale. C'est toujours assez... on voit comment le basket a changé à cette époque. Et tu vois quand même que les grands joueurs, parce que souvent chacun dit, à cette époque-là, moi aussi j'aurais mis 20 points. Tu vois quand même qu'il y a des mecs qui ont dû toucher, qui font des choses un petit peu déjà hors du commun. Différents des autres sur le terrain. Donc surtout ne pas... Alors c'est notre époque certes, mais ne pas penser que c'était des peintres qui jouaient et qui débutaient le basket en dribblant main plate comme ça. Ça pouvait arriver. Le dribble du handballeur, on l'appelle. Le dribble du handballeur, voilà. Respectons un petit peu cette époque-là. On peut enchaîner sur la deuxième date, et c'est une autre superbe ère côté Hawks, puisque donc là, depuis, ils sont désormais à Atlanta, et c'est l'époque de Dominique Wilkins, c'est un magnifique prénom. Maman, je te fais un bisou. Doumé. Donc on a pris le 22 mai 88. C'est le match 7 de la demi-finale de conf entre les Hawks et Boston. Les Hawks ont mené 3-2 dans cette série. Non, mène 3-2. Mène 3-2. On menait, oui, d'accord. On menait. Ah, il n'a pas dit son mené, il a dit on menait. C'est tout à fait de ma faute. Je t'en prie. On menait 3-2. Finalement, les Celtics ont réussi à arracher un match 7. Et là on assiste à l'un des plus grands matchs 7 de l'histoire des playoffs. Un duel. Steph l'a dit tout à l'heure, incroyable entre Wilkins et Larry Bird. Les Hawks perdent et ça sera quelque part la fin de l'ère Wilkins, alors que ça a été une équipe, Thomas, très solide, notamment saison régulière, avec toujours des bons résultats, quoi. C'est une équipe donc coachée par Mike Fratello, une équipe avec un maillot iconique qu'on peut retrouver de temps en temps dans les soirées vintage à Atlanta. Et pourquoi on parle de ce match? Parce que mine de rien, le fait qu'il n'aille pas plus haut, pourtant, avec une grosse équipe, on parle de 50 victoires en 86. 85-86. Donc Mike Fratello est coach de l'année. Dominique Wilkins est deuxième au vote du MVP. L'année d'après, il confirme avec 57 victoires, mais ils sont toujours sortir en demi-finale de conférence. Et ce match-là est comme... Voilà, à l'image de ce passage des Hawks, c'est-à-dire qu'ils sont dans les clous, ils sont à 2 doigts de sortir. Donc les Celtics de Larry Bird, qui est une équipe, une dynastie, tout simplement. Et ce match-là, tu l'as dit au tout début, est incroyable. Il y a des highlights sur YouTube, allez les voir. C'est un duel entre deux hommes. C'est un contre un. Wilkins Bird met 20 points dans le quatrième quart-temps. Les mecs loupent pas un tir. C'est impression de ce duel qu'on avait vu au All-Star Game, là, Magic Johnson. Oui. Les mecs se jouent bugne à bugne. Ils prennent les collègues sur le dos. Dominique Wilkins finit avec 47 points, avec un nombre de tirs à mi-distance. Pourcentage exceptionnel. Extraordinaire. Un 15 sur 23. Et des shoots, tu sais, du mec en confiance. Quand il tire, il n'y a plus de finition. Là, et quand il rate, il anticipe. Il y a cette action incroyable où il prend un tir à mi-distance. Il sent qu'il est un peu long. Il prend fond de cercle. Et là, il est déjà en l'air. Il rattrape la balle. Il met un espèce de dunk incroyable d'une violence rare. Et c'est aussi un duel de style. C'est marrant de dire ça. Pour ceux qui ne connaissent pas trop Dominique Wilkins et Larry Bird, vous avez quand même
alors deux très forts joueurs de basket, on va rien leur enlever, aux deux. D'un côté, un potentiel physique illimité, plus que Michael Jordan sur le papier, par exemple. Très grand, très véloce du jump. Roi de l'appel de pied. Alors, Roi de l'appel de pied. Alors, regarde-moi ça, quelques highlights sur Dominique Wilkins. En face, c'était Larry Bird. Et Larry Bird, dans ce match-là, tu vois toute la technique et tu vois, même si les angles. Même si Larry Bird, attention, c'est un faux joueur non athlétique. Bah, il est très grand. Oui. Et là, ça fait partie de l'athlétisme. C'est vrai. Donc voilà. On regarde quelques highlights de Dominique Wilkins. Évidemment, il n'y aura pas beaucoup de tirs, parce qu'on n'est pas là pour ça. On est là pour. Si tu fais pas le box-out, tu es puni, mon ami. Un joueur ultra spectaculaire avec ce fameux. Larry, il a mangé, gros. Avec The Human Highlights Film. Oh, Larry, il était au cercle. Hein. Ah, Larry est au Les cercle. gars, un peu le roster de l'époque. Cette saison 87-88, donc, on va faire un petit tour d'effectifs. Il y a John Battle, qui était un bon bagarreur, Antoine Carr. Bien sûr, en voiture. Ouais, c'est ça. Scott Hastings, John Concac, on se souvient, qui avait été une courte période dans NBA, le joueur le mieux payé de la ligue. Ouais. On se souvient de ça. Cliff Livingston, ancien Bulls, il me semble. Mike, enfin, pas encore aux Bulls, mais il ira après. Mike McGee, Doc Rivers. Mike McGee qui a joué en France. Ouais, Tree Rollins. Ah, Kiki Brun, Chris Washburn, Spud Webb, Ennis Watley, Dominic Wilkins, Kevin Willis, Randy Whitman et Leon Wood, qui finira ensuite arbitre. Donc voilà, une équipe toujours très solide. C'est un petit peu. Et c'est ce qu'on va retrouver un petit peu plus tard chez les Hawks, dans les autres équipes, Tom. Ensuite, après l'ère Dominic Wilkins, ils vont toujours avoir des équipes correctes, où des joueurs... Des All-Stars, voire Hall of Famer, vont passer, et jamais ils vont réussir à dépasser ce stade des demi-finales de conf. Bah, du Sharif Abdourahim, du Théo Ratliff, je dis de tête comme ça. Steve Smith. Mookie Blaylock. Mookie Blaylock. Stacey Ogman. On a beaucoup de bons joueurs sur chaque poste, du All-Star confirmé, mais tu n'as jamais soit ce gars qui t'emmène, donc un MVP en puissance, ou en fait jusqu'à les années 2000 et les Joe Johnson et tout ça, tu as, en fait c'est même l'ADN de la franchise, c'est d'avoir des équipes complètes quelque part, sans arriver à passer le cap, puisqu'ils ne font jamais de finale de conférence, à part à l'époque. C'est quand même une équipe qui gagne 57 matchs en 93, c'est énorme. Mais c'est énorme, mais sans jamais passer le cut en play-off. Il leur manque toujours un petit truc en play-off. Et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans De toute façon, on va le voir dans les franchises qu'on a déjà faites et même dans d'autres qu'on va traiter. Il y a des équipes comme ça, finalement. La plupart des équipes, d'ailleurs. La plupart des équipes, d'ailleurs, qui malgré faire une bonne saison régulière, ça te. It's not enough. Voilà, it's not enough. Et il te manque autre chose. Et ça se voit que des fois, finir des matchs sur un match-up, la pièce, elle tombe d'un côté ou de l'autre. Et donc, les Hawks auront même Rachid Wallace, qui jouera un match. En 2004. En 2004, on se souviendra, avant d'être transféré, lui, du côté des Pistons. Donc, voilà, c'est une équipe qui sera toujours bien placé, mais qui ne franchira jamais ce stade des demi-finales de conf jusqu'à 2015. Ça sera notre troisième date, mais avant ça, on voulait revenir sur cette période plutôt cool aussi des Hawks avec Josh Smith et Joey Johnson. Joey Johnson qui faisait des cartons au sol, presque trop fort parce que Nash et Stoudemire étaient installés. Donc on l'a envoyé à Atlanta contre Borisio, et Joey Johnson va montrer toute la plénitude de son talent à Atlanta. Absolument. Le coach à l'époque, c'est Mike Woodson, qu'on a vu et qui est toujours sur les bancs en tant qu'assistant. Avec l'arrivée de Joey Johnson en 2005, Josh Smith en 2004, oui. Joey Johnson qui arrive à Atlanta contre Babac. Hein. Ouais, il vient exactement de le dire. N'hésite pas à écouter. Donc ils vont... Après les saisons galères, parce que 2004-2005, en fait, c'est catastrophique. Ils sont à 13 victoires pour la première saison de Mike Woodson. Vous savez qui était le prédécesseur de Mike Woodson ? Oui, c'est celui qu'à Portland, Terry Stotts. Donc voilà, bravo Erwan, tu m'as... Bravo. Je suis bouche bée. Terry Stotts, c'était le coach de Babac ? Ouais. Il a fait la première saison quand il est rookie. C'est que Babac a échangé contre Joe Johnson. Et ils vont retrouver donc les playoffs avec Josh Childress, dont on se souvient bien, malheureusement, très fort joueur avec un énorme potentiel, mais qui s'explosera le genou et qu'on ne reverra plus jamais en fait à son plus haut niveau en NBA. À son plus haut niveau. Un des premiers joueurs stars à arriver en Europe et prendre un contrat monumental en Euroleague avec Olympiakos Le Pirée. Joueur incroyable, sans tes jeux, mais très juteux. Très juteux, mais très fort joueur de basket. Et c'est une équipe qui va commencer à compter, et avec l'arrivée d'Al Horford, ils vont consolider clairement leur domaine intérieur. Donc c'est une équipe qui nous faisait kiffer, tu le disais avec Josh Smith,
et avec Joe Johnson qui, mine de rien, Joe Johnson, il a toujours eu cette... Est-ce que tu te souviens, je sais pas, en 2012 ou en 2013, d'ailleurs peut-être en 2015 même, quand ils sont tous les quatre, on se dit, Joe Johnson, c'est déjà sa 7e ou 8e convocation All-Star Game, ça avait choqué tout le monde, on se rendait pas compte combien il avait été régulier dans l'effort, et avec les Hawks. Joe Johnson, c'est vraiment un petit peu... C'est un joueur très très fort, énorme joueur d'un contre un clutch, mais qui, c'est un peu dur pour lui, mais dans les moments de play-off, pareil, lui aussi, il a un peu à l'image de Wilkins. Alors, même si il a mis 47 tontons face à Bird, ben là, Joe Johnson, en playoff, on se souvient que c'était à 2 doigts de sortir les Celtics sur un premier tour en 7 matchs assez incroyable. Là encore, il manque quelque chose, il manque un petit truc. Pourtant, c'était des bonnes équipes. Après, c'est là où aussi LeBron commence à marcher sur la conférence Est. Ouais, tout à fait. Voilà, bon, il y a toujours plus fort que soi. Il y a toujours des mecs qui nous empêchent de briller. Absolument. Et ça me fait penser, là, je regardais le meneur de jeu des Hawks. Mike Bibby, non? Mike Bibby. Ouais, il y a Mike Bibby, Kirk Heinrich, solide joueur. Tout à fait. Tu l'as dit, hein, des bons joueurs, une bonne équipe, mais qui n'arrive jamais à passer le cut jusqu'à l'arrivée de Budenholzer, en fait. Parce que faire une finale de conférence, c'est passer un cap. Et on s'en rend compte pour plein d'autres superstars. Là, 2015, et pour la troisième date, on va aller tout droit, ça récompense clairement un coach merveilleux, parce qu'il faut quand même une saison à 60 victoires, avec le mois à 17-0. Enfin, en vrai, c'est incroyable, 17-0. Oh, 17-0, c'est en janvier. Souvenez-vous de l'époque, on se dit... Est-ce que cette équipe-là, qui joue bien, surtout qu'à l'époque, qui joue très bien au basket, où le danger vient de partout, il y a quand même des joueurs solides, c'est parfaitement coaché, on se dit qu'ils ont tous les atouts pour faire bégayer LeBron James. Et quand je vois Demaré Carroll sur la photo, on se dit même qu'ils ont peut-être le mec pour pouvoir défendre sur lui. Bon, il va se faire le genou terrible, mais... il partira à Toronto. Ouais, mais aussi à Toronto. Mais on se dit que ils ont les armes, à Jeff Teague, tout ça, ils ont les armes pour vraiment faire bégayer les Cavs. Bon, il n'en sera rien, puisque... Ils se font sweeper terrible en finale de conf. Mais souvenez-vous, au mois de janvier, quand il y a 4 All-Stars, on rappelle que Kyle Korver, qui est All-Star Game, c'est pour remplacer D-Wade. Tout à fait. Donc il n'est pas sélectionné tout de suite dans les 12. Il remplacera D-Wade. Il n'empêche, 4 All-Stars, les Pistons l'avaient fait. C'est assez rare quand même en NBA. Bien sûr, c'est très rare. Et pour continuer sur Kyle Korver, qui est le même jour que moi, Polo est le même jour que Richard Gasquet, exactement, Erwan, 17 mars. Moi, je suis le même jour que Tom Cruise. Bon. Et que mon petit frère. 4 juillet 4 juillet, tout à fait. Bon, on est dans les jours. Et Erwan, le même jour que... Qu'Anis à Kate, mais bon... non, mais merde. On choisit pas quand est-ce qu'on est. Belle claquette, en tout cas, derrière nous. Belle claquette, pour changer de sujet. Et Kyle Korver est le 4e joueur le plus vieux à avoir sa première sélection All-Star Game à plus de 34 ans. Donc c'est une récompense pour une carrière. En vrai, c'est pas du tout un All-Star, Kyle Korver, on le sait tous, mais c'était pour récompenser une équipe. Après, c'était pas une Korver pour lui d'aller... Bravo. Au foot, il aurait pu faire des choses intéressantes, frapper bien des corners. Allez, on va enchaîner sur cette finale de conf où il y a un sweep 4-0. C'est la fin d'un cycle très jeune, en fait, avec Budenholzer, qui ensuite partira du côté de Milwaukee pour se trouver parfaitement avec Giannis Antetokounmpo. Il y aurait une année cata avant. Hein. Ouais, il y aurait une année cata. Ils auront énormément de mal à confirmer. Et finalement, derrière, Budenholzer se barre. Alors Ford part aussi côté des Celtics. Il trade Jeff Teague à Indiana. Ouais, il trade Jeff Teague. Et ça explose un petit peu. Et il y a Dwight Howard qui arrive. Ouais. Oui, mais... Bon, oui, c'est pas la pire chose qu'il ait faite, sa saison Atlanta. Et on arrive un petit peu aujourd'hui où on a l'impression qu'ils sont dans une reconstruction complète avec une philosophie basée sur les Warriors. Ils s'en sont jamais cachés. Il y avait un meneur, Trae Young. Et là encore, à la draft, ils ont fait un choix qui nous rappelle un peu les années 50 quand ils draftent Cousy et Russell et qu'ils les changent. Ils avaient Luka Doncic, ils l'ont échangé pour récupérer Trae Young. Steph, c'est un choix, toi, qui t'a toujours paru un peu curieux, même si on voit que Trae Young, All-Star cette saison, est un joueur de très haut niveau. Je rappelle que Trae Young est drafté en 3, et que Doncic en 5 par Atlanta, il y a eu un swap avec Dallas. Je peux pas critiquer ce choix, au final, quand on voit ce que produit Trae Young sur un terrain NBA. Et si ça avait été un mec à 10 points, 5 passes, là, ça aurait été l'erreur, une erreur de casting flagrante. Maintenant, l'erreur de casting, elle est pas là, parce que c'est un mec qui produit. Mais un mec qui produit dans une équipe qui gagne pas de match, que cheat, tandis que Luka Doncic a amené Dallas en playoff cette année, même si c'est des playoffs un peu particuliers. Écoute, ils ont fait ce choix-là parce que peut-être que Trae Young était plus attaché à cette ville d'Atlanta et représentait un petit peu plus quelque chose en Géorgie que Luka Doncic. Et puis peut-être qu'ils avaient quelques doutes. Pourquoi tu rigoles? Non, je pensais au strip club. Ah, au strip club. Non, ça n'avait rien à voir. Mais peut-être qu'ils avaient quelques doutes aussi sur Luka Doncic, comme peut en avoir certaines personnes aux États-Unis. On sait que Dallas est une franchise qui a toujours été très ouverte sur les joueurs européens.
un peu moins au niveau d'Atlanta, même s'ils ont eu des joueurs européens. Oui, bien sûr. Voilà, maintenant, c'est pas une erreur. C'est pas une erreur quand on voit le niveau de Trae Young actuellement. Maintenant, on va juger ce choix dans 5, 6, 7 ans où Trae Young est capable d'emmener cette équipe des Hawks. Absolument. Ça sera la vraie question. Puis c'est une équipe. Parce que là, ils ont Trae Young plus John Collins, qui sont deux joueurs plutôt solides. Ils n'ont pas que. Ils ont Trae Young, donc John Collins. Ils ont récupéré Clint Capella. On l'a presque oublié parce que la saison s'est arrêtée très vite. Ils ont récupéré Clint Capella. Il y a Cam Reddish. Il y a Kevin Huerter. Ils ont DeAndre Hunter. DeAndre Bembry, que j'aime bien aussi. Et ils ont un coach aussi très jeune qui est Lloyd Pierce. C'est une équipe, qui. Je pense que cette année, ils auraient quand même pu gagner un peu plus de matchs, qui doit encore apprendre à gagner. Mais en tout cas, c'est une équipe en gestation qu'on doit laisser grandir, sur qui on ne peut pas encore tomber. En tout cas, c'est une équipe qu'on a envie de voir évoluer. Et comment, surtout, cette équipe va évoluer. Avec un autre maillot. Parce que, tu sais... C'est vrai. Alors, moi, le maillot d'Atlanta, je le trouve, mais... je trouve ça, mais ignoble, sachant que... C'est le maillot de la DDE, tu prends l'autoroute, tu vois les mecs. Mais surtout que les maillots de Saint-Louis, à l'époque, j'aimais bien. Enfin, je sais pas, il y a des maillots cool, tu vois, Atlanta, c'est des trucs un peu sobres, ils ont voulu faire un truc, moi je trouve ça complètement raté, très futuriste, 3D et tout ça, bon, ça me fait pas énormément kiffer. Mais après, sur le choix de Trae Young, c'est quand même un mec qui a presque 30 points, plus de 9 passes, avec un style parfait pour attirer des fans aussi, c'est important. Tu sais, c'est le type de mec pour qui tu vas payer un abonnement à l'année. C'est important, sans comparaison avec n'importe qui, même si je pense que toute leur carrière, ils vont être comparés, c'est la vie, c'est leur problème. Hein. Mais il a assez de talent, il est assez flashy, il a assez d'atouts pour faire grossir la communauté d'Atlanta, j'ai envie de te dire, des Hawks, autour des Hawks. C'est un gamin qui a un peu de charisme aussi. Il a du charisme. Ouais, je pense qu'il croit qu'il en a trop, mais ça, après, ça me concerne. Je trouve qu'il est encore il est parfois suffisant et qu'il oublie l'essentiel, c'est de gagner des matchs. Mais après, dans la vidéo précédente, on fait le même constat pour Devin Booker à Phoenix aussi. Bien sûr. Un peu. Qui met des points, qui brille, mais qui fait pas gagner de match. Il est moins fanfaron. Après, Devin Booker est un peu plus sur le papier, mais 21 ans. Après, moi, j'ai rien contre le fait de faire le fanfaron, mais ça doit forcément aller avec des victoires et des résultats. C'est tout, pour l'instant, il les a pas. C'est le seul petit bémol que j'ai sur lui. Ça fait 2 ans, on va patienter un peu. Après, il n'empêche qu'il régale et que dans l'objectif de construire autour de... comme les Warriors ont fait autour de Steph Curry, en tout cas, il faut faire confiance, il faut laisser travailler parce que attendons un peu. Allez voir les 4 premières saisons de Steph Curry qui étaient pétées. On était loin d'imaginer que Steph Curry allait devenir... Il n'était pas 29-600 aussi. Non, tu vois. Il n'était pas 29-600. Et la dernière chose, on l'a vu sur la photo, c'est donc les Hawks seront à vie la franchise du plus vieux joueur de l'histoire en NBA, Vince Carter. C'est vrai. Donc, sans dire que c'est incroyable, c'est une petite ligne à rajouter, pas au palmarès, mais aux histoires qu'on racontera dans 15-20 ans. Si personne ne joue plus vieux que Vince Carter en NBA, eh bien, voilà, ils auront ce petit truc en plus par rapport aux autres. Juste vite fait, l'apport de Clint Capella, il n'a pas joué, mais c'est ce qui manquait à cette équipe un petit peu, un grand vertical comme ça avec Trae Young, il va vraiment s'éclater. On l'a vu avec James Harden. On imagine qu'avec Trae Young, il va pouvoir bénéficier des mêmes choses. Ouais, tu as répondu à ta question, bravo Erwan. Même si Trae Young est quand même moins sur la percussion et sur les finitions au cercle que peut l'être James Harden. Donc quand James Harden va aller au cercle, quand il voit les défenses arriver, il envoie en l'air. Je trouve que Trae Young, il va un peu moins loin dans les drives que James Harden. Il reste beaucoup en périphérie, donc à voir si Clint Capella arrive à exister offensivement, mais je suis pas inquiet pour le garçon parce qu'au pire Trae Young il tirera 15 fois à 3 points, il y aura du rebond offensif à prendre et remettre dedans. Mais Collins Capella dans la raquette, il va pas falloir pénétrer quand même. Ouais. Non, mais ils vont contrôler le rebond, c'est pas mal. Tu rajoutes à ça 2-3 vétérans bien sentis, il va falloir qu'ils défendent un chouille un petit peu. Mais en tout cas, il y a du matos. Voilà, on a fait le tour sur les Hawks, c'est le moment de passer à notre débat pour savoir qui est le joueur le plus emblématique de cette franchise. Alors oui, je sais qu'on n'en a pas encore parlé, mais peut-être sera-t-il dans les joueurs les plus emblématiques. Est-ce que, messieurs, dans les joueurs les plus emblématiques, vous allez me parler de Dikembe Mutombo? Parmi les plus emblématiques, oui. Le plus emblématique, évidemment que non. Mais regarde, il est sur le plateau, il nous observe, prêt à nous dire non. 5 saisons, 4 fois All-Star. Et il fait partie des joueurs, tu vois, quand tu penses aux Hawks, Dikembe Mutombo vient naturellement. Alors on pense aussi aux Nuggets, ou même aux Sixers, même aux Rockets. Moi, je pense surtout aux Nuggets. Au truc. Ouais, aux Nuggets. Parce qu'il tape la scène où à Seattle, il est par terre avec le ballon. C'est vrai qu'il y a ce fait d'armes incroyable, cet upset fou, mais ouais, je pense, pour moi, Mutombo, Denver me vient plus en tête que les Hawks. Même si aux Hawks, il est All-Star et c'est l'un des meilleurs pivots de la conférence. Absolument. Il n'empêche que Dikembe Mutombo est un joueur hyper iconique et il fait partie, tu vois, quand on va faire le sac majeur dans 5 minutes, nice move, Dikembe a son mot à dire pour une place, on voit ses highlights.
Il fait des trucs, hein, tonton. Tonton du café. Mais évidemment, cette question, quel est le joueur le plus iconique? Je pense que ça se joue entre deux hommes. On pourrait en parler de plusieurs. Mais il y a deux mecs qui ressortent. C'est Bob Pettit, évidemment, et Dominique Wilkins. Alors maintenant, je te pose la question. Est-ce que tu as une préférence pour l'un ou pour l'autre? Après, c'est toujours compliqué, ces joueurs-là. Ils partent les joueurs comme Bob Pettit, qui partent des années 50. On l'a pas vu, bon. On les a pas vus et les images sont pas de super qualité. Wilkins, tu vois des windmills, tu vois des choses. Et quelque part, aujourd'hui, on est dans une génération d'images. Et forcément, moi, j'ai envie de dire Dominique Wilkins. Même si les meilleurs résultats et le seul titre, c'est l'œuvre de Bob Pettit. Ouais, pareil, c'est difficile pour moi. Alors, Bob Pettit, quand tu prends un petit peu de recul, MVP des finales, MVP de la saison, champion NBA, tu te dis oui, c'est lui, il a joué 11 ans. Maintenant, moi, à mon âge, 40 ans, Dominique Wilkins, c'est le mec qui m'a fait quand même grimper au rideau sur les concours de dunk, sur des All-Stars, sur des sur des actions comme ça. Donc, moi, j'irais plus pour Dominique Wilkins parce que c'est ma génération. Celui-là, il est incroyable. Mais Larry Loiseau, il a mangé tout, mais il a. Mais non, Bob Pettit, Dominique Wilkins, pour moi, c'est Kiki Borico. Si on doit, en fait, c'est toujours pareil. C'est l'histoire de l'ère moderne par rapport à l'ancien temps du basket. Bob Pettit. Alors, je pense en vrai que c'est Bob Pettit. Le problème, c'est que déjà, il n'a pas joué à Atlanta. Déjà. Donc, tu vois, dans les petits trucs qu'on peut. Il est drafté à Milwaukee et il fait toute sa carrière quasiment Alors, c'est les Hawks, à Saint-Louis. On lui enlève rien. Bob Pettit était sûrement un meilleur joueur que Dominique Wilkins, tu vois, en fonction de quand tu tempères par rapport aux joueurs de l'époque. Bob Pettit, il est 2 fois MVP. Bon, oui, il est a priori plus fort. Mais c'est vrai que Dominique Wilkins te vient directement à l'esprit. C'est évident. Enfin, il n'y a pas Chine pendule. Au bout d'un moment, oui, Wilkins est le joueur des Hawks emblématique. Il a fait pratiquement toute sa carrière là-bas. Il les a emmenés seulement en demi-finale de conférence, donc je le mets un peu dans les mecs comme T-Mac et tout en fait. Fort joueur individuel, fort scoreur des saisons à 30 points, il regarde tous les meilleurs joueurs, les Jordan, les trucs dans les yeux, mais à un moment donné tu gagnes pas quoi. Donc voilà, il a sa petite place avec les Hawks. D'ailleurs, la petite anecdote, c'est qu'en 97, pour les 50 ans de la NBA, ils ont élu les 50 meilleurs joueurs de l'histoire de ces 50 premières années. Dominique Wilkins, n'était pas... Ça a fait scandale un petit peu. N'était pas dans le 50, ouais. Mais bon, faut enlever un mec, c'est compliqué, hein. Ouais. Jamais simple, mais bon. Jamais simple. Mais en tout cas, c'est une petite anecdote, quoi. On voit d'ailleurs des stats c'est un vrai gars. Très solides. Et puis il est Hall of Famer, donc voilà, je pense que. T'as un paquet de grands noms qui sont passés à Atlanta. Pete Maravich est passé à Atlanta. Pete Maravich, on n'a pas parlé aussi. Notre ami Walt Bellamy, il est passé aux Hawks. Il y a eu des beaux joueurs. Dans cette... Maravich, on n'en a pas parlé. C'est vrai qu'il est drafté par Atlanta en 70. Il joue que 4 ans. Il est 2 fois All-Star là-bas. C'est l'occasion de regarder quelques petits highlights de Pistol Pete, le joueur le plus fantasque de tous les temps, j'ai envie de te dire. Il n'y a pas un film qui existe sur lui que j'ai vu quand j'étais enfant, là, où il dribble avec le ballon. Il fait tourner le ballon sur son doigt pendant des heures. Et qui a cette anecdote incroyable sur sa mort. Il est mort à 40 ans sur un terrain de basket. Et c'est lui qui l'avait prédit quelques années plus tôt. C'est des destins complètement fou, et Pete Maravich, le terrain est incroyable. Hein. C'est surtout, alors il commence sa carrière aux Hawks, mais c'est surtout avec les New Orleans Jazz, tout à fait. Qui après partiront à Utah. Qui va faire que Pete Maravich va faire des cartons. Écoutez, voilà, on a parlé de pas mal de joueurs. C'est l'occasion de voir le 5 majeur historique des Hawks et voir est-ce qu'il y a Pete Maravich, est-ce que tous les joueurs qu'on a cités sont là. Il n'y aura forcément pas tout le monde. On a décidé de prendre Lenny Wilkins, dont vous avez décidé parce qu'on a fait un sondage sur Twitter, dont on a finalement aussi peu parlé, mais qui a coaché aussi cette équipe-là. Ouais. Joey Johnson, pour l'ensemble de son œuvre. Plutôt que Pete Maravich, parce que sur la durée, voilà, c'est... Dites-nous si vous n'êtes pas d'accord, hein, vous avez le droit. Dominique Wilkins, pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer. Bob Pettit, évidemment. Et Dikembe Mutombo, même s'il y a un passage que de 4 ans, il a marqué de son empreinte cette franchise. Donc voilà, ça nous fait quand même un 5 majeur plutôt sympa. Et coaché par Mike Budenholzer. Coaché par Mike Budenholzer. Pas champion, parce que c'est celui qui les a amenés le plus loin. Dans l'ère moderne. Dans l'ère moderne. Lenny Wilkins avait dépassé le meilleur bilan de coaching victorieux avec les Hawks, mais Budenholzer, dans l'ère moderne, il y a le seul qui fait finale de conf. Il y a un truc avec les meneurs, c'est pour ça qu'on a fait un sondage sur Twitter, c'est que c'est très difficile de départager les uns des autres. Alors pour vous les citer, il y avait Lenny Wilkins, il y avait Monkey Belloc, il y avait Doc Rivers, il y avait Jeff Teague. Disons qu'ils sont à peu près tous du même niveau, des joueurs All-Star, ou plus pour certains, mais voilà, c'est Twitter qui a décidé d'aller chercher les vieux de la vieille, avec ce vieux Lenny Boy. On n'a pas dit aussi que Moses Malone est passé par Atlanta. Moses Malone, bien sûr. Big Moses. Voilà. Ouais, Big Moses, tout à fait. Voilà. Pas son meilleur passage. Pas son meilleur passage. Il était meilleur à Philadelphie, a priori. Tout à fait. Ou à Houston.
est-ce que ça serait pas l'heure que je marque mes premiers points? C'est l'heure du quiz, les amis. Ça fait 4-0 pour l'instant fait pour la DUF, Thomas Dufan. Donc c'est un quiz sur Atlanta. Ah bah tant qu'à faire. Hein. Première question. Question de rapidité. Citez-moi le seul MIP de l'histoire des Hawks. Most Improved Player en 1998. Stacey Ogmond. Non. Steve Smith, Non. 98, Sharif Abdourahim. Non. Oh, 98. Kevin Willis, non. Son nom de famille est très très commun aux États-Unis. Et c'est un vrai gars? Ou c'est dur? Très connu. Ah. Quel poste? Oh la vache. Poste 3, il me semble, à Sync. 2-3. Putain. Terren Corbin. Vous l'avez pas? Non. Allez, on perd pas de temps. C'était Alan Anderson. Ah bon? Poste 4. Hein. Poste 4, Alan? Ouais, T'es sûr? je pense, ouais. Il y a eu un autre Alan Anderson plus tard, peut-être. Qui est poste de peut-être, 3. ouais. Qui est poste de 3. Pas de points. Mort subite. Ah, bah, très bien. Mort subite. Erwan, si tu gagnes là-dessus, vraiment, j'espère que tu auras honte. Non, mort subite, c'est le jeu. C'est pas la dernière question. Mort subite, pardon. J'ai rien fait. Je pensais qu'on était déjà dans le film de Van Damme. Moi, Une énumération. prêt à démonter des Mort morts sur la subite avec NHL. tous les Européens qui ont joué sous le maillot des Hawks. Il y en a 22. On démarre par Erwan. Oh là là. Boris Dio. Papy. Clint Capella. Oh là là, il a pas joué, hein. Alors, je te l'accorde, mais il n'a pas joué un match. ouais, Mais ça je te va. l'accorde quand même. Zaza Pachulia. Bien sûr. Tout à fait. From Georgia. From Georgia. Atlanta. Ouais. Attends, pourquoi je bégaye comme ça? Yeah, J'ai un mec. Est-ce que Ray Bradshaw, il a pas joué là-bas? Zelko Rebratscha, c'est exact. Bravo. Aïe. Il y en a un paquet. Hein. Ouais, Bah je sais, ouais, il y en a pas. j'imagine, Ah, mais j'imagine. j'en ai un autre. Putain, va falloir que j'en trouve deux de suite. 5 seconds. J'en ai un autre. 4. Je sais même pas par où chercher. 2. 1. Non, je J'ai Bazdarevic. Sergei Bazarevich et la sais moustache. pas par où chercher. Alors, quand je vais vous citer les noms, vous allez être choqués. Oui, ouais. Tabo Sefolosha, Bah ouais. putain. Alex Len, l'Ukrainien, Marco Bellinelli, Ersan Ilyasova, Denis Schroeder, Oh là là. José Calderon, Pero Antic, Joan Petro, Vladimir Radmanovic, Stanislas Medvedenko, Babak, vous l'avez même pas dit Babak. Si, en premier. D'accord. Pedrad Drobniak, Tony Kukoc, Anno Oh Motola là 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 là. Anno Motola. et Alexander Volkov. On est calme. 1-0 pour Erwan. Ça me frustre. Allez, vas-y. Question de rapidité. Kata. Qui détient le record sur un match de cette franchise aux passes décisives? Mookie Blaylock. Moki Belloc, c'est ici. 23 passes T'avais décisives. révisé 2-0. chien. Ah non, non, non. 2-0. non. T'as révisé. Il manquerait plus que je Wikipédia, révise. Il manquerait plus que je révise. 2-0. On termine par 2 qui suis-je. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Je suis né dans la même ville que Common, Lupe Fiasco, Harrison Ford, Walt Disney, Terrence Howard, Quincy Jones, Michelle Obama, Derrick Rose, D-Wade, Robert Zemeckis. Bref, je ne vais pas vous faire l'historique des personnalités nées à Chicago. J'ai 40 ans aujourd'hui et je suis assistant chez les Trail Blazers. Je mesure 1m83. J'ai passé 2 ans à la fac d'Arkansas. Je ne suis pas drafté, mais je décroche un contrat avec les Lakers de Los Angeles où je joue 47 matchs pour ensuite jouer 5 matchs à Toronto et 13 aux Bulls pour terminer la saison 2003-2004. Je vais faire 2 ans avec les Bulls, jusqu'à ma signature avec New Orleans, où je vais épater tout le monde en play-off, tournant à 10 points, 2 rebonds, 2 passes décisives de moyenne en 12 matchs, en étant le backup de CP3. Putain, Ah, attends. Je me distingue même avec des énormes shoots à 3 points clutch lors du Game 7 contre les Spurs en demi-finale vas-y, de ouais. conférence. Ensuite, je pars Oh là là, Collison. Non, non, l'autre. Ensuite, je pars en Europe où je signe avec le Dynamo Moscou pour 3,8 millions de dollars. Mais début 2009, Olympiakos paye un gros buy-out à Moscou pour que je vienne finir la saison d'Euroleague. Trajan Langdon, non. Ensuite, je rentre en NBA où je suis trimballé d'équipe en équipe au gré des 10 days contract. Atlanta, 50 matchs, Washington, 7 matchs, de nouveau Atlanta, 7 matchs, puis 3 saisons avec Charlotte de 2012 à 2015, mais seulement 56 matchs joués. Mon bilan en NBA, 499 matchs joués et 41 de playoffs pour 6,4 points et 2 passes décisives de moyenne. Mon petit frère fait une belle carrière également, lui qui a joué pour Gonzaga. Vous l'avez vu en Euroleague notamment avec le CSK et le Maccabi Tel Aviv. Je suis. Attends. James. Je suis. Vous l'avez pas. catastrophique. Ça me rend fou. Je suis Gianero Pargo. Mais oui, pardon, bien joué aux putain. Lakers. Je suis catastrophique, trop dur. Ah, mettez des tomards, et oui. Faut qu'on s'entraîne. Ah non. Faire des quiz. Non, mais je veux dire. Dernier qui suis-je 2-0, dernier qui suis-je qui vaut 3 points. Ah, Bon, putain, bon, putain. Ah, ok. C'est la pression, Ah, c'est je bien. prends. I take it, bro. Je suis né en 1978 à Wichita, dans l'état de Wichita. Kansas. 1m96, deuxième arrière plutôt tanké et juteux. High school à Wichita et 2 ans à Wichita State, avant de finir mon cursus universitaire à Texas. Mais je ne suis pas drafté.
J'arrache un contrat avec les Wolves, où je jouerai seulement 10 matchs. Moi aussi, je veux venir parfaire ma formation basket en Europe. Une saison à Olympiakos et une saison avec la Benetton Treviso en 2003 où je remporte la Coupe d'Italie. Retour en NBA, où je m'incruste chez les Kings et je deviens un bon joueur de rotation. Je starte 11 matchs et je joue 19 minutes de moyenne. Mon ami et mon ancien coach Flip Sanders me rapatrie à Détroit, où je joue une saison. Je suis ensuite tradé du côté des Lakers de Los Angeles. Je deviens le backup officiel de Kobe Bryant pendant 2 saisons. La première saison, je joue 22 minutes pour 8,5 points. Pardon ? Shannon Brown ? Non. C'est pas Smooth Parker. La première saison, je joue 22 minutes pour 8,5 points, 3 rebonds. La deuxième, je suis tradé à Orlando contre Trevor Ariza et je deviens starter cette saison 2017-2008. On termine avec le 3e bilan de l'Est. Je fais fructifier cette belle saison pour prendre 7,5 millions de dollars sur 3 ans du côté d'ATL. Je finirai 2 ans à Washington avant de prendre ma retraite et faire quelques apparitions dans le Big Three de Ice Cube avec Charles Oakley, Chauncey Billups et Stephen Jackson comme équipier. Non mais attends. Oh là. Ah ouais, c'est une catastrophe. J'espère que vous nous battez chez vous, hein. Parce que là, waouh. Je peux refaire juste son cursus vite fait. Faut qu'on trouve un. Non, c'est pas possible. Un backup de Kobe. Je commence. Un gars juteux. À Minnesota pour 10 matchs. Après, je vais en Europe. Shannon Brown ? Non. Sacramento, je m'impose comme un bon joueur de rotation et surtout, je fais 2 ans aux Lakers où je suis le backup du Black Mamba. C'est quoi les années, tu sais ça ? 2006 à 2008. Je suis quand même starter à Orlando quand Orlando gagne 57 matchs. C'est le chauve là, non ? C'est un petit semé chauve. Mon prénom est un prénom bien français. Robert. Ham. Non. Vous l'avez pas, les mecs, on s'arrête là. Ah ouais, Erwan va gagner. Son premier quiz. Je suis quand même très déçu. C'est qui ? C'est Maurice Evans. Oh, Maurice Evans. Bah, c'est exactement lui à qui je pensais. Un petit semé chauve. Mais je l'ai pas du tout dit. Mo Evans. Je suis pas du tout. Ah ouais, c'est dur. Hein. Très dur. Ah ouais, non mais pas très dur, on est très nuls. Ah ouais, je sais. Bon, dans les commentaires, on va connaître les mecs qui vont faire rien, j'avais trouvé. Mon frère Maurice Evans, vous êtes fous, quoi. Evans, tellement dur. Mais non. Moi, je trouve ça dur. Bah, je dis ça, mais je l'ai pas trouvé. Hein. Je trouve ça dur. Après, alors, j'ai porté le numéro 23 des Bulls pendant. Ça vous va, ça ou pas ? Comme qui suis-je ? Non, je fais pas une reproche. Je sais pas, ou alors, mais. Vous êtes des pipes en bois, vous êtes des pipes en bois ! On est très mauvais. On n'a jamais vécu un enchaînement de quiz, on est aussi mauvais, ou je sais pas. T'as quand même gagné 4-1 sur les Lakers, c'est tout Maurice Evans. Maurice Evans, mon frère. Quand j'ai dit je deviens la doublure de Kobe Bryant, je pensais que t'allais me trouver. Ouais, mais Gianni Pargo aussi en 2003-2004. Ouais, mais... Écoute, l'honneur est sauf en tout cas. Bravo Erwan. On se retrouve la semaine prochaine. Merci les amis, on se retrouve. Donc on a fait le tour pour les Hawks. Dites tout dans les commentaires si vous avez des choses à rajouter, si cette vidéo vous a plu. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle franchise. Salut l'équipe, ciao ciao. Ciao ciao.